Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yo Max. On est content de se retrouver après une longue période de disette, une longue période d'attente avec les reviews de Bleach. Je sais que vous les attendiez nombreux, mais avant on doit évidemment vous souhaiter une bonne année. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie déjà, la review de Ranma, allez la voir hein, si vous suivez également cette série. Vous n'avez pas vu du coup notre annonce par rapport à tout ça. On réitère du coup. Voilà, on réitère tout ça, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, tu l'as dit, abonnez-vous aussi, ce début d'année 2025, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est une bonne idée. Et pour cette vidéo, du coup, vous savez qu'il y a 4 épisodes de retard. Histoire d'avoir une review digeste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer voilà, 5-6 minutes par épisode. Vous aurez peut-être un chapitrage afin d'aller voir peut-être l'épisode qui, dont vous avez envie d'avoir notre avis. Si vous voulez tout voir, c'est génial. Allez bien jusqu'au bout du coup de cette vidéo, puisqu'il y aura un point intéressant avec notamment notre cher Ulu en fin d'épisode, on va dire épisode 40, puisque au milieu on a des délires, on y reviendra. Voilà, je pense qu'on peut du coup débuter avec l'épisode 37, qui est en fait l'épisode 11 de cette troisième partie de Bléach. C'est ça. La Grande Guerre sanglante. Shadows Gone, donc Adieu les ombres, le titre français. Donc on découvre qu'Arceus n'est pas mort, un gros trou se fait en plein centre de l'abdomen de notre pauvre Kyoraku qui était au sol. Hein. On se demandait si ça s'était bien fini son combat, visiblement non. Et on réalise qu'Arceus se prend vraiment pour Zamasu fusionné. Si vous avez vu Dragon Ball Super, c'est le même type de personnage. Le gars qui a le syndrome de Dieu, qui se croit au-dessus de tout, et même les noms d'attaque. Lumière du jugement, ça m'y a fait penser, moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a eu affaire à une entité qui était totalement obnubilée par sa propre déification, on va dire ça comme ça. En tout cas, il se targue de l'être parce qu'il a été le premier, tu comprends, à être choisi par Urabara, donc il se sent pupissé. Du coup, transformation physique, retour du perso qu'on pensait être terminé d'ailleurs, hein, Kyoraku qui lui-même est étonné puisqu'il dit je vais couper la tête, mais il revient. Mais il revient avec une nouvelle forme. Alors c'est plus Arceus, il a fusionné avec Oh maintenant, avec une tête de hibou. Pigeon. Ouais, alors j'ai trouvé ça très étonnant qu'il n'y ait pas un minimum, visuellement, hein, je parle, parce que nous on ne savait pas qu'il allait revenir, mais que esthétiquement il n'y ait pas juste peut-être la moitié du visage, un œil, quelque chose qui reste en lien avec l'île Barreau. Parce que là, du coup, j'ai totalement l'impression d'avoir eu affaire à quelqu'un d'autre. En plus, avec une voix, tu l'as dit, à la Zamasu fusionnée, donc il parle comme ça dans un verre. C'est pas tant la voix qui m'y a fait penser, moi, c'est plus la prestance. Le gars, il attaque comme ça, il crée des rayons de lumière, il frappe, les attaques sont pareilles, hein, c'est les mêmes types d'attaques. Les lancers, l'auréole qui fait... angélique, même si on a évidemment des notes d'Atsushi qui nous dit que ça serait plutôt référence au séraphin, donc des fois représenté par des yeux dotés de 3 paires d'ailes, ou encore un chérubin. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de chimère angélique, et c'est un peu ça, c'est vraiment cette entité divine dans la représentation. Après dans la voix, effectivement, je suis comme toi, j'ai été plutôt surpris. Voilà, on va dire ça comme ça. Surpris de voir qu'il se mettait à parler comme un canard au moment où il était transformé. Et du coup, autre surprise, c'est que forcément, Kyoraku étant quand même mal en point, épaule en moins, trou dans le bide, etc., on a eu affaire à quelqu'un d'autre. On a du coup Nanao qui a débarqué, on a eu droit aussi à un flashback, et on a eu droit du coup aussi à toute cette explication. Pourquoi elle est importante, tout ce qui était lié au clan IC, et pourquoi Kyoraku finalement se balade en peignoir de femme. Tout ça, un kimono du coup, mais peignoir pour rigoler. Tout ça a été finalement bien cousu, j'ai trouvé, puisqu'on a dû passer, on comprend que le frère de Kyoraku était marié à une IC, clan IC qui est... maudit, voilà, dès lors que tu te maries ou que ton nom partage celui de ton nouveau mari, il finit par crever. Alors c'est joyeux, excusez-moi, mais c'est leur histoire. Et de fil en aiguille, on comprend que la maman, du coup, Ohana, a voulu protéger sa fille et a donc donné naissance à Okyo pour pouvoir cacher à l'intérieur Hakyoken, donc le Zanpakuto de Nanao, puisqu'elle se dit que c'était certainement ce
Zanpakuto qui était à l'origine de leur malédiction. Elle voulait la protéger, donc elle voulait le faire disparaître et elle a confié ça à Kyoraku. Kyoraku à qui on confie tout. On confie les baguettes, les peignoirs, les épées, on confie tout. Ouais, j'avoue, il en a marre d'ailleurs qu'on lui confie tout, Kyoraku. Kyoraku qui a quand même un rôle dans cet épisode. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus centré sur Nanao, un peu finalement comme on avait eu un épisode sur Nemu. Finalement, pas tant que ça du fait de la découpe, parce que là, on a vraiment littéralement 3 épisodes flashback, sur les 4 qu'on va vous citer. Bon, le dernier, normalement, c'est un épisode d'1 heure, mais on le découpe en 2, parce que moi, je l'ai vu découpé en 2, donc ça fait 2 épisodes pour moi. 3 épisodes avec du background, c'est ça que j'entends par flashback. Et pour le coup, c'est peut-être le moins réussi en termes de découpage. J'ai bien aimé l'épisode. Malgré tout, l'alternance permanente entre passé, présent, passé, présent, passé, présent, passé, présent, passé, présent, et là je suis sûr qu'il y a au moins autant d'aller-retour que ce que je vous ai fait, si ce n'est plus, ça m'a un peu perdu en fait. Ça m'a même surtout enlevé un peu de... comment dire, d'immersion dans le moment présent où on est en train de lutter contre un pigeon qui joue de la trompette et dégomme avec une puissance colossale la moitié du lieu, quoi. Heureusement, il se fait dégommer, il se fait couper en 2 à la fin par le Zanpakuto de Nanao, mais quand même. Je suis d'accord avec toi. L'épisode en tant que tel est bien. Voir Nanao en avant, c'est bien. J'aurais peut-être préféré, moi aussi, un peu moins d'alternance. Limite, tu m'en fais 1 ou 2, ou même au début du combat, voilà, on a cette transmission. Oh, donnez-le-moi, blabla. Et là, début du flashback, on a tout le flashback, ça nous explique tout. On revient au présent, on comprend, et c'est fini. Et voilà, on n'est pas coupé, mais on a compris le message. Voilà. Mais sinon, un épisode bien. J'espère qu'on en a terminé enfin avec l'île Barreau, puisqu'il ne cesse de revenir. Ouais, c'est pas sûr, parce qu'on voit des bouts de pigeons à un moment donné dans l'épisode 40, donc le dernier épisode qu'on va vous lister juste après. Petite note quand même, on retrouve Kyokotsu, qui est la deuxième partie du Zanpakuto de notre cher Kyoraku. Alors c'est expliqué mieux par notre cher Atsushi, parce que sinon c'était compliqué dans l'épisode. On pouvait croire que Kyokotsu, donc la jeune fille, c'était... le Zanpakuto de Nanao, mais non en fait, comme l'a dit Max tout à l'heure, du coup c'est Kyokotsu qui permet de cacher le katana de Nanao, voilà, pour simplifier. On va passer à l'épisode 38, Amitié. Il s'appelle Amitié en français, je trouve pas que c'est un titre qui soit très juste, parce que le titre anglais c'est Friend, et je voudrais en parler immédiatement parce que ça se termine de manière dramatique, et la mise en scène avec le carton de fin, qui est le titre en fait, qui s'affiche à la toute fin, après que Busby soit tué, quoi, en fait, et qui écrit Friend, du coup en anglais, mais Free, End qui veut dire c'est fini, en rouge. J'ai trouvé que c'était tellement bien pensé. C'est la fin de leur amitié, quoi. La fin de leur amitié est scellée par ce combat, voilà. Sanglant. Ouais, mortel même. Sanglant, mortel, mais très beau, très bel épisode. Même je m'attendais pas en fait à être aussi agréablement surpris personnellement par l'histoire qui lie les deux. Je pensais au début, voilà, Busby un peu rebelle, il va vouloir aller affronter Asval, tout ça. Et le fait qu'on nous ait conté une histoire, un lien passé entre les deux. Busby qui rencontre Asval qui sait pas utiliser ses pouvoirs de Quincy, Busby qui lui est un génie, enfin en tout cas il se proclame tel en tant que tel, mais du coup qui a des grandes facilités. Le temps passant, il décide de faire équipe, voilà, je refais pas l'épisode, mais Asval qui est toujours derrière, qui ne sait toujours pas utiliser ses pouvoirs alors que Busby lui ne cesse de grandir, jusqu'à l'arrivée de cette opportunité, parce que quand même ce qui les a liés les deux, c'est que on a Yorabara qui a décimé la famille de Busby. Busby veut se venger. Il emmène du coup avec lui Asval qui semble être quand même plus que maltraité, et plus encore par son oncle. Opportunité de se rapprocher du coup du clan de Yorabara. Les deux veulent à tout prix y aller. Yorabara débarque, il met tout le monde sous pression. Et il y a que Asval qui reste debout et il fait c'est toi, t'es mon double, donc tu viens avec moi. Et là, on apprend qu'il a la même capacité. Voilà, il est depuis 200 ans le seul Quincy à être né avec cette capacité, en fait, de ne pas avoir son propre pouvoir pour lui, mais de servir les autres. J'ai trouvé ça, personnellement, moi j'ai adoré. Je me suis dit, putain, c'est du liant, c'est bien, c'est construit, ça explique des choses.
les relations entre les deux avec Urabara, finalement tu te dis ouais, Asval qui veut pas, qui c'est un traître aux yeux de Bazbi, mais c'est quand même celui qui l'a mis en avant, Urabara, donc tu comprends qu'ils sont entre les deux, Bazbi qui lui reste rebelle. J'ai trouvé que c'était bien construit, c'était suffisamment intéressant pour me prendre du début à la fin. En plus, la mise en scène est excellente, parce que pour le coup, on a aussi, comme dans l'épisode d'avant, des allers-retours entre le passé et le présent, mais je trouve qu'ils sont mieux mis en scène, déjà en animation fantastique, mais en plus de ça, la réal fait des fondus et des rappels de séquences entre les deux intelligemment. Et ça te coupe pas dans les scènes, parce que tu as par exemple l'interception de la flèche, qui est le moment où Ashvalt sombre. Ou en tout cas pour Bazbi, c'est le moment où il passe du côté finalement de Yurabara. Ce moment de l'interception de la flèche, où on le voit jeune en train d'effectuer cette action, et on est de retour dans le présent, je trouve que c'est intelligemment fait, et ça nous permet d'enchaîner ensuite sur l'action, et ça, ça n'a pas loupé, une bonne réal, une bonne mise en scène, fait qu'on était plongé avec les personnages, plus l'histoire elle est bien, je trouve qu'elle est pour le coup originale, et je comprends mieux le personnage de Ashvalt, même si je ne le comprends pas, il n'y a pas de souci sur ça. Je peux pas comprendre en tout cas qu'on choisisse le seigneur plutôt que le gars qui l'a sorti, qui lui a tendu la main alors que il ramassait des lapins tandis qu'il subissait des sévices, le gars, tu vois. Mais quelque part je me dis bon, le seigneur c'est aussi celui qui a tué tout le monde et il a tué aussi son tortionnaire, son bourreau. Et puis c'est celui qui lui a révélé qu'il avait un pouvoir, donc qu'il servait à quelque chose. Peut-être. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est triste, c'est une triste fin et ouais, ça fait mal pour Bazbi, mais ça fait mal de se dire aussi qu'il a été ramené juste pour ça, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un très bon épisode, vraiment un bon traitement. Je m'attendais pas à ce que Bazbi revienne déjà de base. Je m'attendais pas à ce qu'il se lien. C'est triste comme tu dis de faire revenir comme ça, mais ni de base ni de bi, ouais. Mais finalement il est revenu de manière efficace et ça a été un épisode que j'ai beaucoup aimé parmi les 4. Vous verrez si c'est l'un de mes préférés, mais en tout cas mieux que celui d'avant. Ça c'est clair. Ouais, je suis d'accord, celui d'avant c'était peut-être le moins bien de tous, même si c'était bien, hein. Moi j'ai vécu 4 bons épisodes, et on avance jusqu'à l'épisode 39, dont le titre est La réponse évidente. C'est l'adaptation dans un ordre différent des chapitres qu'on n'avait pas vu, donc 654, page 6, jusqu'à la page 7 du 658, nous dit Atsushi, puis on reprend à la page 7 du 659 pour finir à la page 9 du 661. Bon, heureusement je vous ai mis les images, parce que sinon on comprend pas grand chose tellement ils ont tout mis ça dans le désordre, mais c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de continuité, on va dire, avec les combats, et là pour le coup on a la suite aussi du combat avec comment il s'appelle, Gérard, non pas Gérard Vives, le comédien, mais bien Gérard Valkyrie qui est de retour, et on a aussi Ichigo. Qu'était-il arrivé à Ichigo? Il gît par terre. Il gît par terre après que notre cher Askin ait utilisé son pouvoir. Il nous révèle d'ailleurs les capacités qu'il a dans cet épisode. Ouais, son fameux gift bat, du coup, qui diminue la tolérance de ses ennemis à certains éléments et qui, lui, au contraire, peut lui augmenter sa propre tolérance. On le voit de toute façon au fur et à mesure du combat. C'était intéressant d'en savoir un peu plus sur son pouvoir. Ça nous a donné quelque part en plus naissance à de beaux affrontements, que ce soit Yoruichi d'un côté, que ce soit Yushiro, le frère de Yoruichi. Il m'a étonné, lui. Quand il a dégommé en mode Dragon Ball à mettre des mandales et tout, je me suis dit, oh, si t'arrives, gamin. Non, mais, moi, à partir du moment où il est arrivé et avec assurance et a dit à Yoruichi, non, je peux m'en occuper et tout, je me suis dit, on va découvrir en fait qui va gérer, quoi. Ouais, non, mais c'était bien, du coup c'était assez spectaculaire, j'ai trouvé dans ce qu'on en a eu, c'était sympa. Et de l'autre côté, qui dit spectaculaire, on a eu du coup, comme tu l'as dit, non pas Gérard Vives mais Gérard Valkyrie, qui a la faculté, lui, en tant que Miracle, d'absorber les blessures et devenir beaucoup plus puissant. Et comme il s'est fait quand même
dégommé sa mère, on peut le dire, hein, au préalable. Ouais. Il est revenu. Byakuya, il l'a achevé et tout. Je me suis dit impitoyable, mais je me suis dit normal. Il a bien senti le coup. Le gars, il fait ouais, donc mais vous m'avez blessé, mais vous allez voir et tout. Bon, c'est le moment normalement de l'attaquer, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que avec ce que tu viens d'expliquer, forcément, lui, ça le renforce. Et d'ailleurs, j'avais pas reconnu Hinamori. Elle a changé de chara-design. Mais c'est l'occasion de souligner son duo avec Shinji qui est inexistant dans le manga, hein. C'est un rajout de l'anime comme nous le dit Atsushi. Y a pas mal de petits rajouts, hein, dans cet épisode. Par exemple, on voit pas Ryuken et Ishin arriver, discuter et arriver ensuite. Ça c'est un rajout de l'anime. On voit pas non plus le flashback du grand-père, hein, de Ishida, ni de la mère d'Ichigo mourir. Donc ça, ce sont des petits rajouts savoureux parce que j'ai trouvé que ça renforçait les paroles du grand-père qui, dans le livre, hein, disait du coup que Yūhabara c'était le mal et que ce qu'il faisait en rappelant les Quincy à lui, finalement il les tuait et il décidait de leur sort comme bon lui semblait. Et un truc aussi qui a été bien senti, je trouve, par l'anime, c'est que vous vous rappelez que le combat Lenji contre Ishida, c'était un rajout de l'anime. Là, on a Lenji du coup qui est sauvé, mais ils nous mettent en avant les Vizard. Le coup de Lenji qui est sauvé alors qu'il était mort, bon, tu te dis, Ishida quand même, il y a été à fond, alors que dans l'épisode d'après, tu vas voir que il est sur la retenue. Donc il y a une légère, pour moi, incohérence, je trouve, mais bon, après, ça libre à l'interprétation de chacun. Mais le coup des Vizard, c'était pas mal, parce que t'as Hiyori, du coup, qui demande à Hachi de sauver Lenji, et là, tu te dis, ah mais oui, du coup, vu que c'est pas Inoue qui le soigne lui, il y avait Hachi, effectivement, qui a cette capacité également semblable à Inoue, et du coup, il peut le sauver. Et ensuite, on les voit tous se mettre en scène, et j'ai été étonné, il sort d'où le musicien qui s'était fait des gommes ? Otoribashi, je m'en souvenais même plus de ce gars-là, il est mort, mais vraiment dans l'anonymat le plus complet. Il faisait le fanfaron, il s'est fait tuer bêtement, et là il revient. Faudra m'expliquer ça. Parce qu'autant on a une explication sur Killa, mais Killa je crois que c'est l'épisode suivant, donc on en reparlera après. Mais sur ce gars-là, je sais pas. Ouais, non, moi j'ai pas non plus d'explication. Y a guère qu'ils ont essayé de justifier le cas Lenji. Hachi à un moment donné, il fait c'était transpercé, voilà, genre direct, mais vraiment tellement finement direct que tu vois, c'est tellement net. Que finalement ça va m'aider à le guérir. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais oui. Tu dis, ok, d'accord. Il était tranché net, du coup c'est mieux d'être tranché net. Ouais. Au moins vous le saurez. Au moins si t'es tranché de travers, c'est difficile à réparer, je comprends. Ouais. Non, après je pense que c'est effectivement, en tant que chirurgie, demain tu te fais couper la main, il vaut mieux que ton doigt il soit coupé net que d'être passé dans une meuleuse. Ça change rien pour Hachi. Voilà. Mais bon, pour Hachi, il répare, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, pour faire une transition parfaite avec l'épisode 40, on a quand même, c'est là qu'on apprend du coup que les pouvoirs de Yūhabara et de Ashval sont intervertis quand Yūhabara dort, et on a du coup Ashval qui force Ishida à révéler sa trahison. C'était bien. La trahison. C'était bien. J'ai bien aimé ce truc de pouvoir interverti, etc. En 2 épisodes, on nous a justifié l'existence d'Ashval. Parce que franchement, partie 2 de cette saison finale, je comprenais pas. Parce que on nous disait à Ashvald, tu es mon successeur, c'est toi qui va me succéder. Mais je choisis Ishida. C'est lequel alors? C'est Ashvald ou c'est Ishida finalement? Ou alors il les met en concurrence, je comprenais pas. Là on comprend bien en fait, ça fait depuis super longtemps déjà en fait qu'il a recruté Ashvald. Et c'est vraiment son alter ego dans le sens où ils ont le même pouvoir à la base. Donc là maintenant ils partagent également ce pouvoir. Et lorsque Yūhabara est en repos, c'est Ashvald qui du coup a ses yeux qu'il a récupéré. J'y trouve un intérêt dans le sens où effectivement ça offre aussi une vulnérabilité aux deux. Tu vois, parce qu'il avait le pouvoir Almighty, donc normalement si il a ses yeux en permanence, tu peux pas l'atteindre en fait, Yūhabara, il est invincible, il voit tout. Sauf que là, s'il dort et qu'il a prêté son pouvoir à Ashvald, et du coup tu peux l'atteindre.
Donc il y a un truc comme ça, une certaine dualité, et peut-être le fait de devoir les combattre en même temps qui, moi, m'intéresse. Je suis d'accord avec toi. Ishida en plus précise bien que le Almighty n'est pas aussi efficace avec Ashval qu'avec Urabara, de par son expérience, etc., etc. Donc oui, c'est intéressant, ça apporte cette vulnérabilité, comme tu dis. Et c'était intéressant la façon dont finalement les aveux d'Ishida arrivent. Alors, non étonné, hein, on va pas vous faire genre oulala, j'ai appris la trahison d'Ishida. On vous tient mordicus depuis le début qu'on n'y croyait pas. On a enfin du coup l'officielle révélation de notre cher Ishida qui avait son propre plan, qui avait sa propre façon de voir les choses, qui voulait protéger ses amis en tant que Quincy. C'était pas inattendu. Ce que tu as expliqué tout à l'heure. Hein. C'était ce qu'on avait exactement vu. Ce qu'on a dit. Ah oui, c'était couru d'avance. Mais j'ai trouvé que c'était vite levé. Dès le début de l'épisode, il vient, il provoque Ishida, et Ishida il se livre tout seul en fait. Il fait, ouais, tu attends de moi que je te dise pourquoi je vous ai trahi. Ah bon, tu nous as trahi? Non mais t'attendais que je te dise ça. Non mais je vois tout de toute manière, donc je sais que tu vas nous trahir. Tu vois. J'ai trouvé que c'était très facilement livré. Je peux comprendre que dans le manga ce soit fait comme ça, parce que dans le manga on n'a pas tous les combats qu'on a eu, hein, versus Ichigo, versus Lenji, qui sont des rajouts du coup pour cette partie de l'animé. Du coup il y a toujours ce doute, et là il y a cette discussion qui vient un peu de manière ambivalente jouer sur la corde. Toi tu sais pas, t'es là, alors il va trahir, il va pas trahir, ou alors Ishida il dit ça comme ça, mais en fait justement il est de leur côté. Peut-être qu'en manga tu ne sais pas. Nous bon on s'en doutait de ouf, et du coup le petit cinéma quand Ichigo arrive, pour moi il est fade, il a pas grand sens. Tu vois, il s'échange quelques joutes, etc., mais on les a déjà vus combattre, et il était un peu plus virulent quand même, Ishida. Donc là tu sens qu'il est déjà sur la retenue, et qu'il va trahir hein, dans l'instant qui suit Ashval, et c'est exactement ce qui se passe finalement. Ouais. Il y a une sorte de bis repetita sur le positionnement de Ishida, sur le fait d'affronter Ichigo, tout ça, mais comme la première partie, que ce soit contre Renji ou que ce soit contre Ichigo, n'existe pas dans le manga, il y a bien un moment où le vrai affrontement, celui-ci, là, le pseudo-affrontement, doit arriver, donc c'est pour ça qu'on a cette sensation aussi de bis repetita. Mais oui, on n'y croit pas trop, mais je trouve d'ailleurs que ça apporte un plus au début. Pour reprendre ce que vous disiez, où je vous disais que je n'y croyais pas, que j'étais pas dedans, que ce soit contre Lenji, mais encore plus contre Ichigo, que je vous ai dit, vous m'aviez incendié. Parce que j'avais dit, j'y crois pas. Il m'a dit, ouais, il faut profiter. J'ai dit, j'y crois pas, ça change pas le propos de vouloir renforcer Ishida, qui était censé se faire passer pour un traître, mais qui pour nous, qui étions convaincus du dos, on n'y croyait pas. C'était le message premier. Mais je comprends que pour faire la défense de Ishida, ce rajout de l'animé devait servir à nous la mettre à l'envers. Que ce soit avec ça, que ce soit avec Lenji, etc. Mais du coup là, en fait, entre ce côté un peu bis repetita et le fait que avant, tu vois, il est à fond dans son personnage de la trahison, Ishida. Non, je vous trahis un tout, dégagez, c'est bon, je vais tuer Ichigo et tout. T'as l'impression qu'il le laisse pour mort et tout, il fait un trou dans le bide et tout. Il fait pareil à Lenji. Et là, comme tu l'as dit, il est timide. Il est tout timide, il fait quelques affrontements, puis après il fait bon, allez, vas-y, c'est bon, tiens, je te donne mon collier. Il ouvre des portes et tout, t'es mon copain. En fait, du coup, tu trouves, enfin, je trouve que il a deux personnages qui n'est pas cohérent, en fait. Soit tu vas jusqu'au bout. Du bout et t'affrontes, ou alors dès le premier affrontement, mais c'est parce que c'est un ajout de l'animé, tu ne pouvais pas le faire à ce moment-là, mais tu te comportes comme ce que tu viens de le faire là, à savoir tu tentes un premier affrontement, tu vois la témérité de tes potes, après tu dis ouais, c'est bon, je lâche l'affaire, ok, vous êtes mes potes, je vais vous sauver, mais tu fais pas les deux. Ouais, il les laisse pour mort, effectivement. En fait, c'est le fait qu'il les laisse pour mort qui quand même me paraît important, moi, hein. Même s'il y a Inoue, Lenji n'y avait pas Inoue dans les parages, donc il pouvait pas se douter, j'imagine Ishida, que Hachi allait arriver. Donc c'est quand même bien pratique que les Vizard arrivent et que t'as Hiyori qui disait hey, Hachi, vas-y, soigne-le, etc. Bon, soit. Mais sinon, à part ça, c'était quand même un grand épisode, j'ai trouvé. Ouais, parce que bon, on retrouve Ishida, et j'ai bien aimé aussi cette relation retrouvée avec Ichigo. C'est ce qu'on attendait depuis le début, de toute façon. On se demandait pourquoi tout ce cinéma,
Et puis là, on retrouve le vrai Ishida qui est là, qui a le sens du sacrifice et du dévouement, et puis cette relation de confiance malgré tout, malgré l'espèce de mur qu'ils se mettent entre les deux, et c'est aussi une relation que tu as l'air de ressentir avec leur père, qui arrive aussi. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et puis on voit aussi pas mal d'autres personnages. Pour un épisode final, c'est important. On voit les personnages qui sont dans le monde réel, on voit aussi se fracturer le Wekomundo, on voit ce qui se passe au CLT avec notamment les Fullbringers là, qui retrouvent le CLT, ou plutôt qui arrivent, et qui voient un peu le Sbull. C'est l'occasion de voir que Killa n'est pas mort. Alors l'information, c'est que Mayuri l'a emmené et a fait des expériences sur lui, du coup j'ai l'impression qu'il est ramené à la vie d'une quelconque manière, lui qui était mort salement, hein. Rappelez-vous, dans la partie 1 je crois. Et on voit aussi les filles, avec notamment les zombies. Alors, on a Tsushi qui nous dit que les scènes du coup avec les Bambis sont différentes du manga, puisque l'action se passe au chapitre 635 dans le manga. Donc on y voit normalement seul Lilotto et Giselle, sauf que là, on voit également les autres zombies, donc ramenés par Giselle. Et puis c'est pas forcément corrélé avec le déroulé du manga, puisque là on a Basby versus Yugo et Yuhabara qui ne dort pas encore dans le manga, donc forcément Yugo n'avait pas encore ses yeux magiques, et on n'était pas encore à Yugo qui vient espionner Ishida si vous préférez. Du coup c'est vraiment réorganisé différemment. Voilà, et puis après, écoute, on termine cet épisode avec Askin qui nous fait une longue démonstration comique, théâtrale, ses tapages de peau, son amour pour le café au lait, avec aussi du petit flashback, des explications sur des trucs. Je l'ai trouvé longue, je vais pas te mentir, oui. Je dis pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé quand même que... Parce que j'ai regardé à un moment donné, je vois... L'ending démarre, on était à 16 minutes. J'ai cru qu'il y avait une scène post-générique. J'ai noté scène post-générique. Et puis pas du tout, en fait on est parti sur un rajout pour gagner du temps, ce qui fait que quand tu le découpes en 2 épisodes, t'as une partie super longue comme tu l'as dit, de combien de minutes tu m'as dit? 16 minutes avec l'ending. 10 minutes. 10 minutes de blabla où il t'explique l'ancienne garde royale, etc. Et puis son café au lait, etc. 10 minutes pour ça. Je me suis dit ils ont voulu gagner du temps, tu vois. Ouais, peut-être pas 10 minutes, mais on est au moins allez, ending fini à 6 minutes, quoi. Ouais. Je pense, parce que ça va jusqu'à 23 minutes. Si l'ending a débuté à 16, on débute à 17 son truc, ouais, c'est long. Hein. 6-7 minutes juste pour ça, oui, ils ont voulu gagner du temps. Ça aurait pu être plus court. Du coup, l'épisode vendu, je trouve, voilà, c'est de la communication, c'est du marketing, mais ouais, dernier épisode de la saison, 1 heure d'épisode, etc. Bon, arrête. Parce qu'entre l'opening et l'ending que tu mets sur les 2 épisodes, le Askin qui fait le comique, finalement t'as véritablement, allez, je suis généreux, 35 minutes, ouais, c'est ça, 40 minutes, ouais. Donc bon, cela mis à part, en tout cas moi j'ai bien kiffé les 4 épisodes, et je dois vous dire qu'il a fallu les rattraper en plus, hein, puisque on a eu des convenus, on pouvait pas les voir, et on a eu beaucoup de trucs en cette fin d'année 2024. Là, début 2025, écoutez, le rattrapage s'est fait plutôt rapidement, mais voilà. Épisode 37, épisode 38, je les ai vus à la suite. J'ai préféré le 38 au 37, même si j'ai bien aimé le 37. Hein. C'est peut-être le moins consistant des 4. Et 39, 40, j'ai vraiment kiffé. À part, les quelques trucs qu'on vous a dit, c'est des trucs qui sont pas gênants outre mesure, en fait. Ça te fait pas... dékiffé, je vais inventer un mot, l'épisode, oui, c'est juste des remarques par rapport à une cohérence que l'on y trouve ou pas, c'est à l'appréciation de chacun, je pense. Mais j'ai bien aimé, et puis j'ai hâte de voir la suite, et puis surtout, que va-t-il advenir de tous ces personnages, quoi. C'est vrai, là on sait pas trop, on sait juste que Ichigo est parti affronter Yuhabara qui dort à l'étage, pendant que Ishida lui reste face à asphalter ses yeux. Gros mystère, on attend de voir ça, mais ce fut une bonne saison finalement, un petit peu en dents de scie par moment, mais on est toujours dans le kiff avec Bleach et on a hâte de voir la suite. Ouais, et je pense que c'est la saison que j'ai préférée peut-être.
de cette partie. Il y a eu des bons trucs. Hein. Ah ouais, non, mais cette saison-ci, il y a eu des épisodes franchement exceptionnels. Et j'ai trouvé d'ailleurs que j'avais la sensation d'être véritablement dans une guerre finale. C'est-à-dire que il y a des animés, il y a des trucs, bon, c'est la guerre, c'est la bagarre, mais c'est un peu édulcoré, ça fait pas... Là, ils sont pas nombreux, mais t'as du mal à les battre, ils reviennent, ils ont vraiment des pouvoirs, plus ou moins originaux, hein. Je suis pas là pour dire que c'est les meilleurs pouvoirs ou pas, mais tu sens qu'il y a une grosse galère, qu'il y a affrontement, il y a du sang, il y a des morts, voilà, tu sens que t'affrontes Urabarren, là. T'es pas en train d'affronter un vieux truc. Et on a même ça, pas je l'ai vu. ressenti. Je suis d'accord avec toi, et on n'a même pas vu ce qu'on nous a signifié, c'est Askin qui le dit dans l'épisode, que Gérard est le cœur, a priori, serait le cœur du moins du roi spirituel. Fallait au moins en parler dans cette review. On n'a pas encore vu véritablement ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est juste son pouvoir qui est justement d'absorber les blessures? On en a parlé, donc je vais pas répéter. Ou est-ce qu'il y a plus? Parce que Péridna, Péridural, là, il y avait plus, hein, Pernida. C'était incroyable. Donc, ouais. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 4 derniers épisodes et du coup le petit bilan de fin de saison. On espère que vous avez kiffé cette longue review, mais nécessaire pour revenir sur les 4 épisodes. On vous fait plein de bisous et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, merci encore d'avoir été là. Merci à Tsushi également. Allez, ciao. À la prochaine.